Bien le bonjour à tous, madame, messieurs, merci d'être des nôtres encore ce matin. C'est la revue des grandes unes, c'est la 4e édition de la semaine. La presse, découvrons-la ensemble. Qu'est-ce qu'elle nous propose? Le journal de la Nouvelle Expression parle de Cameco ce matin. Mebengo demande des comptes au directeur général de Cameco. Dans une correspondance adressée à Ernest Dikoum, le ministre des Transports lui fait tenir un brûlot envoyé par ses collaborateurs, un document anonyme qui égrène d'ailleurs un chapelet d'exemples pour prouver les carences managériales de leur patron. C'est à lire en page 3 du journal. Le même journal parle également de drogue et alcool, code, procuration et bien sûr distribution. Donc une enquête met donc en lumière les artifices du trafic et bien entendu de la consommation des stupéfiants en milieu scolaire et extrascolaire à Yaoundé. C'est en page 10 de ce numéro disponible dans les kiosques également ce matin qui parle également du Zimbabwe. Mugabe sur les traces de Bourguiba. Le président Robert Mugabe a été donc assigné à résidence par les militaires. Un scénario possible donc de distribuer des destitutions, d'ailleurs semblable donc à celui de l'ancien chef de l'État tunisien, Ahmed Bourguiba, par Ben Ali. Un mauvais signe donc qui pourrait donc entraîner autre chose. C'est à découvrir dans le journal en page 11 de la Nouvelle Expression de ce matin. Et puis toujours dans les kiosques, on va retrouver un autre journal, c'est Signature, qui s'intéresse également à l'actualité et parle de repli identitaire au Cameroun. Péril grave sur le vivre ensemble. Le Cameroun est donc parcouru depuis quelque temps simplement par des vents contraires qui menacent dangereusement son unité et son intégrité territoriale. Tout est fait donc comme si les Camerounais étaient fatigués de vivre ensemble. Les anglophones se disent marginalisés, les différentes communautés se singularisent également par des sorties épistolaires, dont tous ces éléments sont contenus dans le journal. Le dossier que propose les signatures, parlant notamment du repli identitaire au Cameroun, c'est à lire dans le journal disponible ce matin. Autre journal, c'est bien entendu Cameroun Tribune qui est dans les kiosques qui parle de diplomatie gagnante, avec notamment une Camerounaise donc à la tête de la CPA, donc c'est bien entendu l'association des parlementaires du Commonwealth, qui est donc bien entendu une dame, Emilia donc Munjawa, qui est donc aujourd'hui à la tête de cette association. C'est à découvrir dans le journal en page 6 et 8 de ce numéro, disponible aussi dans les kiosques ce matin. Le journal Le Messager, qui est aussi disponible, s'intéresse à l'actualité et parle d'un autre titre à la une avec d'autres éléments aussi intéressants, parlant notamment des raisons de l'affrontement à l'ENAM entre le directeur général de l'ENAM et bien sûr le ministre de la fonction publique, de la réforme administrative. C'est à découvrir dans le même journal disponible ce matin et bien d'autres sujets aussi. Si vous faites un tour dans les kiosques, un autre journal, c'est bien entendu Mutation, qui est disponible et qui s'intéresse également à l'actualité et parle de Philemon Yan qui laisse donc filer son chef de cabinet, de protocole en tout cas, qui est aujourd'hui nommé dans les ambassades, notamment en France, avec d'autres éléments qui sont contenus dans ce numéro. Vous pourrez comprendre qu'il y a bien sûr d'autres affaires qu'on peut ne pas forcément mettre à la une du journal et que l'on retrouve dans le texte, et c'est dans ce que le journal propose ce matin. Autre numéro disponible dans les kiosques, c'est bien sûr le Popoli avec, j'allais dire, le jour qui s'intéresse à une autre actualité disponible ce matin, parlant notamment de Bétaré Oya, où il y a affrontement entre le Cameroun, entre Camerounais et Chinois, dans le cadre de l'exploitation des mines, de ce côté-là également. Donc ce sont des informations que vous découvrirez après avoir fait un tour dans les kiosques ce 4e jour de la semaine. Camille Nélé, bonjour. Bonjour Flavien Valondongo, bonjour Guy Avifonga, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Seulement, je voudrais démarrer un peu cette édition de ce jour avec un titre qui m'a vraiment fait rire ce matin. Il y a un confrère de Yaoundé qui a publié Zimbabwe, le Cameroun n'est pas le Zimbabwe. C'est-à-dire que, alors que personne ne l'a soutenu, ce confrère a tout simplement dit que non. Ce qui arrive à Mugabe est de sa propre faute aujourd'hui, parce qu'il a déjà fait 37 ans au pouvoir, alors que Paul Biya n'en a fait que 35. Il a 93 ans, alors que Paul Biya n'en a que 84, et puis maintenant Mugabe voulait mettre sa femme à la place, alors que le président de la République n'a jamais voulu associer quelqu'un membre de sa famille qui l'a sonné. Et pourquoi faire cette comparaison? Alors quand moi je vois ce genre de titre dans les journaux, je me demande parfois si cet excès de zèle médiatique ou journalistique fait vraiment avancer le débat dans ce pays. Merci. Alors, Guy Hervé Fonga, bonjour. Bonjour Flavien et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui prennent du plaisir à regarder les unes qualitatives qui paraissent au Cameroun. Donc vous savez, quand c'est bien, il faut le dire. Quand c'est bien, il faut le célébrer, il faut l'encourager. Donc moi, je voudrais ce matin avoir une pensée pour les Lions de handball qui sont qualifiés pour
la Coupe du Monde qui va se dérouler en décembre. Ça, c'est un effort qui est louable. Même si, jusqu'aujourd'hui, l'Allemagne refuse de leur accorder un visa. Donc, il y a 7 joueuses qui n'ont pas encore reçu leur visa et c'est très embêtant de savoir qu'après un tel exploit, l'ambassade ne veut pas remettre les visas aux Camerounais qui sont qualifiés. C'est un peu embêtant. Alors, sortons en saluant l'université. Vous savez, il y a eu l'agrégation CAMES qui s'est déroulée il y a quelques jours. Il y avait beaucoup d'appelés, naturellement, mais il y avait très peu d'élus. Donc, sur les 103 candidats qu'il y avait au départ, donc on a tamisé. Et 13 ont réussi à passer, 19 on a de nouveaux agrégés de toute façon, avec des nouveaux professeurs aussi. Il y a 5 Camerounais qui ont réussi avec brio leur concours d'agrégation CAMES. Donc c'est bien qu'on ait de nouveaux agrégés dans l'épiscopat du savoir. Donc, très bien, à l'université de Douala, à l'université de Yaoundé, j'allais dire Yaoundé 2 aussi. Donc même si ils ne sont pas aussi nombreux, mais on compte quand même de nouvelles personnes. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. C'est la science, c'est sélectif. Merci. Alors, d'être là également, il y a, dans la nouvelle expression, on parle de Kameko avec Mebengo, qui demande donc des comptes au directeur général. Il dit avoir reçu en tout cas une pile de documents qui présente un peu le fonctionnement de ces derniers, parce qu'on estime qu'il n'est pas tout au moins agréé ou tout au moins il n'a pas d'argument pour la gestion véritable de cette entreprise. Non, mais vous savez que Camerco, de la Cameroun Airlines à la Camerco, il y a toujours eu cette propension à toujours écrire, émettre des griefs, parfois vrai et parfois aussi surdimensionné. Et aujourd'hui, quand la nouvelle expression titre Mebengo demande des comptes au DG de Camerco, non, je ne pense pas que c'est une demande de compte. Il lui demande tout simplement d'apporter des éclaircissements à la manière froide de ce ministre que l'on connaît froid. On lui a envoyé un certain nombre de griefs. Il les a lus. Il les lui a envoyés, dit monsieur, voici ce qu'on m'a envoyé, qu'est-ce que vous en dites? Je pense que c'est une façon, un management assez tranquille et paisible qui permet maintenant, qui ne va pas donner l'occasion à tous les coupeurs de cheveux en quatre de dire que voilà, mais bébé on tient la trique contre le nouveau. Il lui a dit voici ce qu'on m'a écrit. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? On parle notamment des directions qui ont été supprimées, qui n'ont jamais été rétablies, et ces directions sont gérées, toute une dizaine de directions. Il a évoqué la question de l'organigramme qui semble avoir pris du temps pour être implémenté. Qui n'est toujours pas implémenté. Voilà. Il parle du problème même de l'avion, du JA, qui est cloué au sol depuis décembre 2016 et qui ne fait toujours rien et qu'on ne comprend toujours pas que, au lieu de remettre cet avion en service, qu'on aille plutôt prendre les services de Corsair, une entreprise étrangère qui fait la ligne de Douala-Paris. Bref, moi je pense que c'est dans le souci justement de maintenir une bonne gouvernance à la tête de Camerco que le ministre Bibengo demande au nouveau DG de donner des éclaircissements. On n'en est pas encore aux explications, à la demande d'explications, on n'en est pas encore aux sanctions, mais il lui demande de donner des éclaircissements. En tout cas, des explications qui sont demandées, en tout cas les comptes qui sont également demandés, aux allures d'une demande d'explication, dit le journal. Et ce qui n'est pas nouveau. Vous souvenez-vous, il y a quelques mois, je me rappelle, la Tribune de l'Est et Aurore Plus, avant que le journal soit suspendu, avait de manière régulière produit une série d'articles sur la gestion de Camerco, sur le mode de management de Dikoum. Ça avait été longtemps décrié en son temps et donc la nouvelle expression revient aujourd'hui parce que la goutte d'eau semble avoir débordé le vase. Ça fait quand même un bon moment qu'on a remarqué que le DG NS Dikoum balbutie sur l'organigramme qui n'arrive pas à proposer de manière précise comment est-ce que l'entreprise devrait fonctionner. Donc il est reproché de manière essentielle au DG de Camerco les carences managériales qui semblent être une tendance lourde dans sa façon de gérer les affaires au quotidien. Et pour ma part, on est aussi, au-delà du traitement de l'actualité, affaire à un problème de communication qui aurait pu être réglé en amont, parce qu'au commencement, quand NS Dikoum arrive, il a été présenté comme quelqu'un qui n'avait pas le profil de l'emploi, et ça a pu, aujourd'hui c'est en train de le desservir. Regardez la maestria avec laquelle, par exemple, le DG Batista des brasseries avait été présenté quand il est arrivé au Cameroun. Il sortait de Madagascar et il y a eu toute une démarche, il y a eu toute une partie prise stratégique autour de lui qui a consisté à le faire accepter, parce qu'il remplaçait quand même André Siaka, qui était quelqu'un qui avait de la bouteille, qui avait un bagou. Et donc on ne comprenait pas comment est-ce que quelqu'un qui vient de Madagascar, qui a priori est une usine qui ne vaut même pas Douala,
venu gérer les brasseries du Cameroun. Donc il fallait réussir à faire comprendre aux gens que celui qui vient là, le profil de l'emploi et qu'il est capable de manager les brasseries du Cameroun. Donc Batista, on a réussi à manager ça en amont et il a pu avoir des années paisibles au Cameroun. Et donc, ça aurait pu être réglé en amont si on avait des fins communiquant à l'arrivée de Ernest Dikoum qui aurait pu montrer les vrais talents, le vrai potentiel de manager de Dikoum. Malheureusement, ça a été... Et les choses vont de mal en pire. On a l'impression que les choses s'enlisent. Ça a toujours été le cas. On l'a vu dans plusieurs structures. On présente le nouveau venu comme étant l'homme de la situation. C'est ce qu'il y a. C'est pas le débat. Non, de manière plus précise. Non, c'est pas un débat. Mais je voulais dire que quand on veut parler de talent, M. Dikoum peut certainement en avoir. Mais le problème, c'est que c'est pas une question de talent, c'est une question d'abord de vision et de savoir ce qu'on a fait. Le profil de l'emploi. De savoir ce qu'il avait à faire. C'est-à-dire que dans quel état il trouvait la caméra. Il a trouvé le problème des MS-60, il a trouvé le problème du jack qui est toujours en réparation, qui n'est pas utile, il a trouvé un problème de flotte qui est là, il a un problème d'effectifs pléthoriques. Une compagnie qui ne produit pas, mais qui a un effectif extraordinairement pléthorique. Il a trouvé tous ces problèmes-là. Moi, je pense que ce n'est pas en le présentant comme un bon manager qu'il aurait pu régler. C'est un problème de gouvernance. Il a trouvé des situations. Il lui appartenait de... Mais il était préparé à tout ça quand même. Mais il était préparé, bon, mais malheureusement, un an après, il n'a toujours pas sorti la tête de l'eau. Il n'arrive toujours pas à tenir le gouvernail et, en conséquence, l'avion tangue. Voilà. Et une phrase pour dire jusqu'aujourd'hui, Cameco a fini par se replier sur les vols nationaux. Donc il n'y a presque plus de longs courriers. Cameco ne va presque plus à l'étranger, enfin ne va plus à l'étranger, on va dire ça comme ça. Et ce n'est que depuis quelques jours qu'ils ont commencé à couvrir quelques rares pays de la sous-région. Mais le jet avec lequel on était habitué à faire les longs courriers Douala Paris est à remettre au calendrier grec. Et donc, le clou au sol depuis décembre. Donc un an plus tard, on n'a pas le sentiment, on a l'impression qu'aujourd'hui s'est concentré sur les vols nationaux. Alors ce n'est pas de ce qu'on attend d'une compagnie nationale. Il n'y a aucune malédiction. Kenyan Airways et on a parlé d'un nouveau départ, qui marche très bien. Il n'y a aucune malédiction à savoir qu'on peut avoir une compagnie locale qui marche, puisqu'ailleurs ça marche. Ça marche au Kenya, ça marche en Éthiopie. Pourquoi est-ce que Cameco ne marcherait pas chez nous alors que dans d'autres pays, les compagnies nationales marchent et prospèrent et rayonnent de manière éblouissante? Très bien. Alors, Dozy, on parlait d'un nouveau départ et c'est ce qu'on observe déjà avec la restructuration de ces vols au niveau local, donc des stations qui sont également entretenues ou tout au moins relancées, reboostées pour voir donc le fonctionnement local réussir. C'est ce qui est contenu également dans le journal, qu'on peut rappeler aussi dans ce numéro. Donc la nouvelle expression qui parle de Cameco avec Mebengo qui demande des comptes au directeur général. C'est ce qu'on peut lire en page 3 du journal. Le même journal qui parle également de la sécurité aéronautique, c'est pas loin de là, avec aujourd'hui le ciel camerounais qui est plein d'avions. Il faut se battre pour éviter, parce que les oiseaux sont devenus des véritables dangers pour ces avions-là. Ces oiseaux sont des dangers pour les avions autour des aéroports. Mais imaginez, les oiseaux ne volent pas seulement autour des aéroports, les oiseaux volent partout. Hein. Il y a des accidents qui sont produits au-dessus de l'océan Atlantique, au-dessus de la Méditerranée, tout simplement parce qu'un oiseau entre dans le moteur de l'avion. C'est des accidents et moi je ne pense pas que le fait de sécuriser uniquement les alentours des aéroports puisse les prémunir contre les accidents avec les oiseaux. Non, je pense que là, c'est vrai qu'il faut le faire, c'est vrai qu'on a même vu, on a failli voir un crash ici à l'aéroport international de Douala il y a quelques années avec un oiseau qui est entré dans l'un des réacteurs. Mais je ne pense pas que c'est en sécurisant uniquement les aéroports. Les oiseaux, on les trouve partout, on les trouve partout où les avions volent. Oui, ben il faut au moins un début, il faut au moins sécuriser cet endroit, ça permet... En tuant tous les oiseaux du ciel? Pas forcément. Non, je suis un peu embêté. Je savais que le doyen parlait toutes les langues, mais sauf la langue de bois. Je suis un peu embarrassé. Qui n'ose pas le dire. Parce qu'il y a des choses qui dépendent de nous, des choses qui ne dépendent pas de nous. Ce qu'on attend au moins, c'est qu'il y ait un minimum de sécurité qui soit prise au sein de notre aéroport. Ce n'est pas trop demandé. En prenant ces dispositions, au moins, on limite au maximum les dégâts qui pourraient arriver. Donc les oiseaux, c'est vrai, ça arrive dans tous les aéroports du monde entier, mais au moins qu'il y ait un minimum de sécurité qui soit prise sur nos aéroports. Dans quelques mois, nous allons abriter la CAN 2019. Les gens viendront des 4 coins du monde pour vivre un événement inédit. Je ne veux pas dire ici que quand vous allez à l'aéroport international de Douala, il n'y a pas de chasse dans les toilettes.
Bon, le dire, ce n'est pas être méchant, mais c'est la vérité. C'est une sonnette d'alarme qui permettra à ce que, oui, c'est vrai, il n'y a pas de chasse dans les toilettes quand vous êtes à l'aéroport ici. Et une fois que vous atterrissez, le pays où vous partez, vous avez l'impression qu'on est un pays maudit. La faute à qui? Et non, il faut, non. C'est bien que la nouvelle expression tire la sonnette d'alarme pour qu'on prenne les décisions qu'il faut prendre. Au moins, que les choses qu'on peut faire, que nous, on peut faire, qu'on les fasse, pour qu'on ne soit pas la risée du monde entier, comme on en a l'habitude. On a fini par banaliser ça, mais il faut que ça s'arrête et que la sonnette d'alarme qui est sonnée par la nouvelle expression tombe dans les oreilles des personnes qui ont le pouvoir de décision. Alors, c'est ça, c'est très bien. Très bien dit. Alors, donc, on parle de ça également dans le journal, parlant de sécurité aéronautique, les oiseaux, un véritable danger. C'est à lire en page 4 de la nouvelle expression. Signature, qui est également disponible, parle de repli identitaire au Cameroun. Péril grave sur le vivre ensemble aujourd'hui, parce que le journal fait savoir que le Cameroun est parcouru depuis quelques temps seulement par des vents contraires qui menacent dangereusement son unité et bien entendu son intégrité territoriale. On voit des mouvements à tous les niveaux, on voit des gens qui sortent des replis identitaires, des gens qui se réclament de telle région, telle autre. Ça fait quand même problème aussi. Mais ça fait problème, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais il faut dire que ça remonte très très fort aujourd'hui à la surface. Et moi, je pense que ce qui donne peut-être l'occasion à la signature de tirer la sonnette d'alarme, c'est cette toute récente lettre du LACAM qui est venue démontrer peut-être par l'absurde, mais que les Bamileke n'ont rien du tout dans la gouvernance du Cameroun. Bon, ce constat, vrai ou faux, démontre quand même un mal-vivre. Et démontre le fait que, effectivement, ces populations qui sont toujours s'y prendre depuis 35 ans, à fêter, à festoyer, à remercier le chef de l'État d'avoir nommé leur digne fils au poste de ministre, au poste de ceci, cela, que ces populations, au bout du compte, se sentent flouées parce qu'elles réalisent, au bout du compte, en faisant le compte et en faisant même une sorte de tableau, comme l'a fait l'œil du Sahel l'autre jour, pour démontrer partage du gâteau, le partage du gâteau, qu'il y en a certains qui prennent une part plus grosse que les autres sur le plan du gâteau. Mais c'est vrai que quand on parle de repli, il y a des gens qui parlent au nom de leur communauté, au nom de leur ensemble, pour dire que non, écoutez, nous, on n'est pas contents parce que nous, on n'est pas suffisamment associés. Ce ne sont pas les compétences qui manquent chez nous, ce ne sont pas les individualités, mais on a l'impression qu'il y en a que pour les autres et pas suffisamment pour nous. Et moi, je ne pense pas que ce soit des accusations mal intentionnées, mais moi je pense qu'il y a un problème de confiance, il y a un problème de péril justement sur le vivre ensemble, parce que comme l'a dit Signature, les gens se disent certainement que si on ne peut pas vivre ensemble, alors il faut peut-être vivre chacun seul de son côté. Et voilà, donc le vivre ensemble est aujourd'hui teinté, en tout cas de certains points sombres, parce que c'est quand même un volet implémenté par les membres du gouvernement, partout où ils passent, il faut parler du vivre ensemble. Est-ce que véritablement le Signature nous permet de comprendre qu'il y a quand même du plomb dans l'aile? Oui. À l'épreuve des faits, le vivre ensemble est largement entamé parce qu'il y a une prévarication des richesses du pays par un groupuscule de personnes. Donc très peu de personnes ont pris et beaucoup n'ont rien. C'est ça la réalité. Et le professeur Gabriel avait théorisé ça quand il parlait du triangle équilatéral. Donc il avait très bien théorisé ça et il se passe malheureusement que quand le LACAM monte au créneau, c'est qu'il y a eu une nomination au ministère de l'Enseignement, au ministère de la Communication et aux Relations extérieures. Ils ont été surpris de remarquer que dans toutes ces postes de nomination, il n'y a aucun Bamileke qui a été nommé. Donc c'était un peu, ils ont crié leur ras-le-bol. Avant ça, il y a eu Singa qui était un lobbying qui permettait de mettre la pression sur les pouvoirs publics pour obtenir une nomination des gens de chez eux, notamment le grand centre sud-est. Avant ça, il y a eu l'université de Maroc qui a été créée. Les gens du Nord sont montés au créneau pour dire que c'est leur université et qu'ils doivent a priori des enfants du Nord là-bas. Et conséquent, vous avez des gens qui ont été admis là-bas avec 7 de moyenne, simplement parce qu'ils étaient originaires du Nord. Et donc, ça a été institutionnalisé comme ça par les pouvoirs publics, mais ce n'est pas de nature, quand ce n'est pas objectif, ce n'est pas de nature à favoriser le vivre ensemble que nous appelons de tous nos voeux. Parce que les gens ont l'impression, et c'est légitime, que beaucoup prennent des richesses pour eux et ne redistribuent pas aux autres. Parce que l'accumulation de frustration est
le carburant de la révolte. Donc plus les gens vont accueillir des frustrations comme cela et comme celle-là est, plus les gens auront tendance à bouillir et ça peut dégénérer avec des dégâts collatéraux qu'on ne mesure pas. Donc il faut vraiment que les richesses soient équitablement rétablies et que tout le monde ait un peu en fonction des compétences des uns et des autres. Très bien. Pas qu'un groupe de personnes prennent toutes les richesses et tous les postes. Ce n'est pas acceptable. C'est tout un dossier. Hein. Les compétences, il y en a partout. Il y en a partout des compétences. Vous avez oublié ce groupuscule de Founi qui avait demandé la libération de tous les fils de Founi qui sont en prison. C'est-à-dire que les revendications, elles sortent de tous les côtés. Voilà. Dans Signature, il parle de repli identitaire au Cameroun avec cette forme de péril grave sur le vivre ensemble. Donc c'est un dossier à lire de la page 4 à la page 11. Donc je vous invite à faire un tour. Alors autre chose, Guy Hervé Fonga, nous allons dire un mot sur ce que nous propose le messager ce matin, parlant notamment d'Antoine, de Michel Angwen et bien entendu de Mendjana, qui sont d'ailleurs deux grosses têtes de ce régime que l'on respecte beaucoup et qui s'affrontent en tout cas sur le processus de libération des résultats de l'ENAM. Et on le voit dans le messager, tout comme l'anecdote de ce matin. Il y a le bras de fer et on dit ça continue. C'est l'effet du décret. Quand vous avez deux personnes qui sont nommées par le même décret, il y a toujours ce conflit entre le directeur de l'ENAM et le ministre. Je veux dire que les ministres de la fonction publique, depuis des années, c'est un conflit qui est permanent et c'est une tendance sur l'autre. C'est simplement parce que le directeur de l'ENAM estime que le ministre de la fonction publique est nommé au même titre que lui par décret et donc ça crée et naturellement il gère l'administration, une des écoles les plus puissantes du Cameroun qui forment les leaders, les décideurs et donc parfois il y a un certain excès de zèle, mais c'est simplement parce qu'il n'y a pas, je veux dire que le pouvoir ne prend pas suffisamment ses responsabilités pour clarifier les différentes tutelles, pour expliquer clairement au directeur de l'ENAM que ton patron c'est le ministre de la fonction publique et il doit te dire ce que tu vas faire. Mais quand ils sont tous nommé par décret, et que le directeur de l'ENAM estime qu'il est tout puissant, parce qu'il est tout puissant, évidemment, puisqu'il gère le patron de l'ENAM, et que parfois il est en train de contourner sa hiérarchie, parfois il ne rend pas compte dans son milieu de tutelle. Parfois c'est directement au cabinet civil de la présidence qui rend ses comptes. Le ministre de la fonction publique a l'impression d'être un faire-valoir. Et chaque fois qu'il essaie de faire des remontrances au directeur de l'ENAM, parfois on l'envoie balader, parce qu'on lui rappelle à chaque fois que le décret qui t'a nommé est le même qui m'a nommé. Et donc, du coup, ça crée ce genre d'éclat de voix et de tension et de graissement de dents qui n'est pas de nature à ramener la sérénité. Mais tant quel que soit le directeur de l'ENAM qui va arriver, quel que soit le ministre de la fonction publique qui sera nommé, tant qu'on ne clarifie pas de manière précise quels sont les rôles et les fonctions de chacun et qu'on limite les marges de manœuvre du directeur de l'ENAM, on aura toujours ce type de problème à chaque fois qu'il va falloir... On l'a vu aussi à l'IRIC, pas forcément à l'ENAM. On l'a vu il y a quelques années. On l'a vu il y a quelques années, le directeur de l'ENAM a publié les résultats, le ministre est venu annuler. Le directeur de l'ENAM est revenu après, confirmer, etc. Donc c'est un jeu de ping-pong qui est courant. Et ça n'honore pas une école de référence que les autres nous envient dans les... Alors, le messager, sur cette question, le messager dit les raisons de l'affrontement à l'ENAM. Et là, l'anecdote parle donc du bras de fer qui continue. Donc, c'est ce qu'on peut lire dans le journal ce matin. Et là, on va revenir sur un autre sujet. C'est la nouvelle expression qui parle du Zimbabwe. Mugabe sur les traces de Bourguiba. Donc on peut également l'observer à travers le texte tout au moins proposé par le reporter la nouvelle expression. Mais que se passe-t-il exactement au Zimbabwe? Il faut dire que jusqu'à présent, depuis hier, les choses ne sont pas clairement dites. Est-ce que c'est un coup d'État? Est-ce que c'est une révolution de palais? Est-ce une trouvaille pour Mugabe lui-même de sortir sans trop de casse? Est-ce que ces militaires qui l'ont mis pour le moment en résidence surveillée l'ont maintenu dans cette situation pour rétablir la démocratie ou bien pour partir vers autre chose? On ne le sait pas encore, mais toujours est-il qu'on l'a arrêté. Sa femme serait inquiétée et on ne sait pas exactement ce qui se passe. Mais il faut dire que ce qui arrive à Mugabe aujourd'hui était prévisible parce que l'usure et la durée au pouvoir lassent
les populations lassent les énergies et à un moment donné, ça craque et on ne sait pas sur quoi on peut aboutir. Il aurait pu être abattu sur le champ par un soldat zélé qui aurait réglé définitivement le problème et on ne parlerait plus de Mugabe. Mais toujours est-il qu'on sait ce qu'il a fait pour le combat pour l'indépendance du Zimbabwe et c'est peut-être pour cela qu'il a encore droit à certains égards, mais il fallait quand même passer à autre chose parce que Mugabe, tant sur le plan national que sur le plan international, il commençait vraiment à lasser tout le monde. Alors le voilà qui vient d'éjecter son premier ministre qui était parti pour être son successeur constitutionnel et pour mettre à sa place sa propre épouse qui normalement devait donc lui succéder. Alors vous voyez, quand on se retrouve face à des grossièretés de cette nature à la tête d'un État, comme si l'État vous appartenait, je pense qu'à un moment donné, il y a le bouchon qui saute et ça peut aboutir à arriver à n'importe quoi. Mais seulement, je vous l'ai dit en début d'émission, j'ai lu aux éclats, j'ai pas ri seulement, j'ai lu aux éclats cet article qui a été publié dans un journal qui estime que Mugabe a fait 37 ans au pouvoir, alors que pour lui en a fait que 35. Bon, moi j'ai dit donc que ce qui arrive aujourd'hui au Zimbabwe était prévisible et on attend de savoir exactement ce qui va se passer et comment cette situation. Il y a des gens qui sont en train d'évoquer le scénario de Bourguiba, comment Ben Ali a éjecté en douce Bourguiba et que peut-être ce serait la même chose qui serait en train d'arriver au Zimbabwe. Mais on ne le sait pas encore, les choses sont encore tellement confuses. Alors, Guy Hervé Fongan, lorsque vous parcourez l'article de la Nouvelle Expression ce matin, on peut comprendre deux choses, ou alors une ou deux choses, que le peuple zimbabwéen respecte les emblèmes, respecte les icônes, et là, Robert Mugabe est considéré comme celui-là qui est un peu comme un monument de ce pays et très respecté par son peuple. Donc, même si tous ces éléments qui arrivent, c'est certainement parce que son épouse voudrait le remplacer. Non. Le problème est ailleurs. Mugabe est très adulé par le Zimbabwe. Ça, il faut le dire de manière claire et précise. Moi, j'ai été à Harare. Harare n'a rien envié aux capitales européennes. Mais alors, rien du tout. Le pays est vraiment prospère. Mugabe est celui-là qui a réussi et a pris le pari d'affronter le colon et a récupéré toutes les terres qui appartenaient aux Occidentaux et qui a remis toutes les terres zimbabwéennes aux Zimbabwéens. Et donc, il a eu ce courage-là. Il y avait un vrai problème foncier aux Zimbabwéens où le colon estimait que le Zimbabwe leur appartenait. Donc, il a coupé ce cordon ombilical de manière frontale. Donc, et le Zimbabwe est un pays, j'allais dire, prospère. Donc, et contrairement à ce qu'on pense, quand vous allez à Harare, c'est une des capitales les plus, j'allais dire, les plus belles d'Afrique. Moi, je veux simplement qu'on laisse les Zimbabwéens régler leurs propres problèmes. Il y a des réactions quand déjà. Quand le chef d'état-major, lui-même comme dit, celle du président sud-africain. Par exemple, ou encore Alpha Condé. Donc, il dit clairement que, en fait, Mugabe est un lieu sûr. Ils n'ont pas l'intention. Ce n'est pas le cas Bourguiba, ce n'est pas le même cas de figure. Les Zimbabwéens aiment Mugabe. Mais maintenant, le reproche qu'on fait à sa femme, aujourd'hui, l'ex-épouse de Jacob Zuma est bien candidate en Afrique du Sud. Ça ne gêne pas pour autant les Sud-Africains. Si elle est même en pole position, elle est même soutenue par beaucoup de Sud-Africains. Donc, le problème n'est pas tant que l'épouse puisse avoir l'intention de briguer un mandat présidentiel, mais c'est que je veux qu'on laisse les Zimbabwéens régler leurs problèmes en interne, qui n'est pas l'interférence. Parce qu'on a le sentiment que les puissances étrangères veulent profiter de cette occasion pour humilier Mugabe, qui leur avait, il y a quelques années, réussi le pari à récupérer les terres qu'il a remis à son peuple. Donc il ne faut pas qu'on accepte cette humiliation. Si les Zimbabwéens ne veulent plus de Mugabe, ils le feront savoir et il y aura une alternance pacifique qui va se gérer en interne sans interférence étrangère. Alors, voilà la situation. En tout cas, je vous invite à lire l'article dans la Nouvelle Expression en page 11. Camille Nélé, nous sommes arrivés à la fin de cette édition de la Revue des Grandes Unes. C'est la 4e de la semaine. Demain, nous serons encore ensemble lorsqu'il va être 9h30 sur votre chaîne Equinox. Bonne journée à tous.